Rebonjour. J'espère que votre striatum va bien. Oui, parce que, je ne sais pas si vous le savez, c'est lui, le striatum, le responsable de tous nos désirs. Et le striatum n'a pas de limite, aucune, tant que le cortex n'y met pas bon ordre. Mais au fond, que serait une vie sans désir? Est-ce que ça n'est pas le désir qui nous fait vivre, qui nous fait grandir, mais qui peuvent être aussi responsables de nos malheurs? Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue. Il a écrit de nombreux ouvrages vendus à des millions d'exemplaires. Il était d'ailleurs déjà venu aux Idées mènent le monde. C'est donc de désir dont nous allons parler aujourd'hui, de désir pour vivre aux éclats. Frédéric Lenoir. Bonjour. Bonjour Frédéric Lenoir. Je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que là, on dépasse toutes les limites qu'on pensait avoir atteintes. Non seulement cet auditorium est plein comme neuf, tous les écrans sont allumés dans tous les espaces pour que votre intervention, votre parole soit entendue. Est-ce que vous avez, vous avez conscience du bien que vous faites aux gens parce qu'ils sont là pour ça? Est-ce que vous le percevez, ça? Ça me touche beaucoup, et puis c'est vrai que ça m'arrive souvent que des gens m'arrêtent dans la rue en disant j'ai lu tel livre, ça a changé ma vie. Je me dis au fond ma vie a du sens, j'ai cette chance folle de pouvoir faire un métier qui peut toucher le cœur et la vie des gens, donc je suis plein de gratitude envers la vie, envers mes lecteurs, et ça me touche chaque fois beaucoup. Et puis je suis heureux d'être là, parce que vous savez j'ai le plaisir d'avoir tous les 8 ans en moyenne un petit coup de fil de François Bayrou qui il y a 8 ans m'avait appelé pour me dire je lance un colloque, les idées mènent le monde. Je dis mais quelle belle idée, quel beau titre d'ailleurs, et on va faire un truc sur le bonheur, est-ce que ça t'intéresse? Et je lui dis ça tombe bien, je viens de publier ce livre du bonheur, un voyage philosophique. Donc c'était vraiment une super synchronicité. Puis là il me rappelle il y a quelques mois, tiens Frédéric, comment ça va depuis tout ce temps? Et puis je fais le thème sur l'envie de vivre, est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis écoute, je viens de publier un livre sur le désir, donc on est super synchro, et puis ça me fait très plaisir de vous retrouver parce que j'avais déjà eu un très bel accueil la dernière fois, et puis j'aime cette région, j'ai une amie qui habite à Jurançon, donc j'ai le plaisir de venir 2-3 fois par an ici, donc vraiment merci de votre accueil. Mais c'est nous qui vous remercions d'être là. Alors par contre, si vous avez avant nous le sujet de l'année prochaine, vous ne vous en privez pas, hein, vous nous le communiquez. Frédéric Lenoir, on vous reçoit aujourd'hui pour le désir, une philosophie, vivre aux éclats. J'adore cette expression tellement, et puis elle est tellement en phase avec le thème qui nous réunit cette année. Quelle question simple et facile, vous allez me dire, quel désir vous a pris d'entreprendre la rédaction et la publication de ce livre? En fait, je trouvais qu'on vivait une période difficile, morose, angoissante, entre 3 ans de Covid, la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, du pouvoir d'achat, etc. Les gens n'ont pas le moral. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est le moment de réactiver un peu notre élan vital. Et j'avais beaucoup lu un philosophe que j'aime énormément, qui s'appelle Spinoza. Auquel vous avez consacré. J'ai fait il y a 5 ans un livre sur lui, qui nous dit, le désir, c'est l'essence de l'homme. C'est le moteur de nos vies. Et donc il ne faut surtout pas, même si le désir peut créer plein de problèmes, parce que le désir est la cause de tous nos malheurs et de tous nos bonheurs. Et il nous dit en même temps, il ne faut surtout pas le diminuer, il faut au contraire cultiver le désir, mais savoir bien l'orienter vers des choses ou des personnes qui nous mettent dans la joie. Et donc j'ai eu envie de travailler cette question du désir en me disant ça peut faire du bien en ce moment de réfléchir à ça, parce que en même temps, toutes les crises que nous vivons, notamment la crise écologique, est liée à une mauvaise orientation de nos désirs. Tout à fait. Parce que si on met tous nos désirs dans l'avoir, c'est le consumérisme effréné, et à ce moment-là, on pille totalement la planète, on détruit les écosystèmes. Donc apprenons, c'est le moment ou jamais, à réorienter nos désirs, peut-être un peu moins d'avoir, un peu plus d'être. Et c'est comme ça qu'on sera dans des joies beaucoup plus profondes. Ça va être le sujet principal de notre échange, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un manuel d'éducation au désir? Peut-être, parce que j'essaye de montrer le désir dans tous ses états.
Le désir, c'est complexe hein, comme sujet. Hein. On confond aussi l'envie, le désir, la convoitise. Il y a énormément de mots connexes, de notions. Et donc, oui, je pense que c'est un petit manuel qui déjà essaye de bien définir la notion de désir et puis nous apprendre à vivre avec nos désirs et comment essayer sans les diminuer, sans diminuer la force du désir qui est, encore une fois, le moteur de nos vies, apprendre à les orienter de manière juste. Alors justement, vous parliez de définition. Est-il possible de donner une définition simple du désir? Moi, j'aime bien partir de l'étymologie des mots. Et c'est vrai que l'étymologie, c'est desiderare. Et on peut donner, d'ailleurs, il y a plusieurs interprétations, il y a beaucoup de débats sur cette étymologie. Ça vient de Sidéris, des constellations d'étoiles. Et la première étymologie, c'est l'idée qu'on a perdu le lien avec les étoiles. On ne regarde plus les étoiles. Et donc, on est déboussolé. On erre parce qu'on n'est plus relié aux étoiles. Et donc, c'est le marin qui, parce qu'il ne regarde plus l'étoile, il est errant. C'est l'être humain, parce qu'il n'est plus relié au ciel, il s'égare dans les choses terrestres. Donc, son désir l'égare dans les choses terrestres parce qu'il n'est plus relié au ciel. Et c'est tout à fait l'interprétation que Platon donne aux désirs. Parce que nous ne sommes plus reliés au divin, nos désirs s'égarent dans les choses matérielles, dans les choses terrestres, parce que nous avons, l'être humain a une soif infinie. Et cette soif infinie, pour Platon, vient du fait que nous venons du divin. Et que comme nous avons oublié cette reliance avec le divin, nous égarons notre désir, notre infini, ce désir infini dans les choses terrestres. Ça, c'est la première étymologie. Puis la deuxième, ce serait plutôt de dire desiderare, c'est ce qui nous décidère. C'est ce qui nous enlève de la sidératio, qui fait qu'on est sidéré, on est figé, on est tétanisé, on ne peut plus bouger. Et le désir, c'est ce qui va nous remettre en mouvement. Et ça, c'est très intéressant parce que cette interprétation du désir, c'est celle de Spinoza, qui nous dit le désir, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous rend pleinement vivants. Et donc, il faut cultiver le désir. Donc, entre Platon et Spinoza, toute la tradition philosophique parcourt cette notion du désir à travers ces deux pôles qui existent tous les deux. Le désir peut tout à fait nous égarer, comme le désir peut tout à fait nous rendre pleinement vivants. Et donc c'est pour ça que c'est une notion qu'il faut conscientiser le plus possible pour essayer encore une fois le désir, c'est ce qui va être la cause de tous nos malheurs et de tous nos bonheurs. Et donc la prise de conscience de nos désirs, la réflexion qu'on peut avoir sur nos désirs, l'observation de nos désirs, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent nous aider à vivre mieux, effectivement. Vous avez déjà cité Platon et Spinoza, il y en a d'autres que vous invitez dans ce manuel, hein, Aristote, Aristophane, Nietzsche, Jung également, pour revisiter effectivement le concept de désir et leur interprétation. Si on commence à parler de Platon, lui, le désir est corrélé, il est indissociable du manque. Oui, on se souvient de cette image du tonneau des Danaïdes qui n'est jamais rempli, c'est un puissant fond. Le désir. Et donc on désire quelque chose, et puis après, on est insatisfait, on désire encore autre chose. C'est-à-dire dès qu'on a ce qu'on veut, on s'en lasse, on veut autre chose. Ce que reprendra Schopenhauer beaucoup plus tard, avec cette phrase dont mon ami André Comte-Sponville nous dit que c'est la phrase la plus désespérante de l'histoire de la philosophie. Et Schopenhauer nous dit la vie aussi comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. La souffrance de ne pas avoir ce qu'on désire, et une fois qu'on a quelque chose, on s'ennuie. Donc je désire ardemment une personne, et puis une fois que je l'ai, je m'ennuie, j'en veux une autre. Je désire ardemment faire tel métier, et puis une fois que je l'ai, je finis par m'ennuyer, je veux autre chose. Et donc, il y a évidemment, ça existe. Il y a ce côté-là. Il y a ce côté, la vision platonicienne est juste, mais elle ne dit pas tout. Elle dit une partie des choses. Et heureusement que Spinoza nous dit, on peut continuer on peut continuer de désirer ce qu'on a déjà. On peut continuer d'être dans un désir qui va toujours plus s'approfondir avec la même personne, avec les mêmes choses, etc. Et donc, les deux existent. Et Platon met l'accent sur le manque, sur la notion du désir-manque. Alors après, on pourrait en parler des heures, parce que c'est un livre que j'ai lu à 13 ans. C'est mon premier livre de philo. Mon père m'a dit, tiens, tu t'intéresses à cette question. Je lui posais des questions sur l'amour. Il me dit, tiens, voilà le banquet de Platon. Et en fait, c'est un livre qu'on peut lire... C'est pas courant quand même. Non, c'est pas courant parce que j'avais la chance d'avoir un père philosophe. Mais c'est évident que c'est un livre qu'on peut lire jeune, le banquet. Il est très simple, c'est un dialogue dans lequel il y a 10 philosophes qui vont parler de l'amour et du désir. Et on connaît surtout le discours d'Aristophane, qui est très connu parce qu'il a donné naissance au mythe de l'âme sœur. C'est l'idée qu'au fond, à l'origine, il y avait un être androgyne et qu'il était séparé en deux, et que chacun
est dispersé et qu'on cherche sa Sa moitié. moitié. Et donc on cherche la complétude avec un être qui serait notre moitié. Et ça a donné naissance avec le romantisme à ce mythe qu'il existe quelque part sur Terre quelqu'un qui est notre moitié, etc. Bon, c'est tout l'amour fusionnel, etc. Et puis il y a le discours de Socrate. Et Socrate, c'est très intéressant parce que lui, il va s'appuyer sur une femme. C'est assez rare dans l'histoire de la philosophie. Diotime. Et une étrangère en plus, qui l'a initié au mystère de l'amour et du désir. Et donc il va nous parler du désir Eros, qui nous fait désirer d'abord les corps, et puis de l'amour des corps, nous passons à l'amour des âmes, de l'amour des âmes, nous passons à l'amour de la connaissance, et de l'amour de la connaissance, nous passons à l'amour de la beauté et de la bonté en soi, qui est le divin. Et donc, il nous montre l'échelle ascendante du désir. Et c'est très intéressant, parce que c'est quand même une issue, pour Platon, à la frustration du désir-manque. C'est que le manque, si on arrive à le combler de plus en plus en gravissant des échelons, on arrive jusqu'à la plénitude de la beauté en soi. Et là, cette contemplation nous satisfait pleinement. Spinoza, lui, il est dans une autre vision. Vous l'évoquiez là tout à l'heure. C'est le mouvement. C'est le désir comme puissance vitale. C'est ce qui fait de nous aussi des êtres vivants. Alors Spinoza, il part de... Bon, déjà, petite parenthèse, Spinoza s'appuie un peu sur Aristote. Puisque Aristote, vous le savez, il a été pendant 20 ans disciple de Platon, et il a divergé sur plusieurs points très importants. Et notamment sur cette question du désir, Aristote déjà nous dit qu'il y a une faculté désirante dans l'âme humaine qui est très importante. Et il nous dit, c'est ce désir-là qui fait que, par exemple, est née la philosophie. S'il n'y avait pas le désir de connaître la vérité, eh bien, il n'y aurait pas la philosophie. Et donc déjà, il complète un peu Platon en disant, attention, il n'y a pas que le manque qui nous conduit à la frustration, il y a aussi le désir de connaissance. Et le désir de connaissance, c'est une force désirante, une faculté qui est très importante et qu'il faut cultiver. Et donc, Spinoza va s'appuyer sur cette vision aristotélicienne qui est assez peu développée chez Aristote, et il va mettre au cœur de son éthique, qui est son livre majeur, l'idée du conatus. C'est un mot qui veut dire l'effort en latin, pour persévérer et grandir dans son être. Et il nous dit au fond, tout être vivant, et l'être humain notamment, a ce conatus, cet effort, cette puissance vitale qui l'amène à persévérer, à grandir, qui le travaille en permanence pour grandir. Et au fond, c'est le désir qu'on peut associer au conatus, c'est-à-dire cette puissance vitale qui nous pousse à nous accomplir, à grandir, à nous réaliser. Et donc c'est pour ça qu'il va faire du désir l'essence de l'homme et le moteur de nos vies. Et toute la question, après, et c'est ça qui est passionnant, c'est comment bien orienter nos désirs. Il ne s'agit surtout pas de le diminuer comme le font certains courants de sagesse. Parce que vous savez que dans l'Antiquité, déjà, il y a des courants de sagesse, notamment les stoïciens, qui nous disent qu'il faut supprimer le désir. Parce que le désir pose tellement de problèmes dans la vie, nous rend malheureux, on n'est jamais satisfait, etc., qu'au fond, il vaut mieux supprimer le désir et le convertir en volonté. C'est-à-dire qu'il faut vouloir ce qui est, ne pas désirer ce qui est possible et qui peut nous frustrer, ne pas répondre à nos attentes, etc. Et donc Spinoza, face aux stoïciens, même face au bouddhisme, qui ne connaît pas, mais le bouddhisme a la même théorie que les stoïciens, c'est que le désir soif nous rend malheureux, et qu'il faut donc quitter la soif qui crée de l'attachement, etc. Eh bien, Spinoza a un autre point de vue. Il nous dit le désir en soi est bon, ce sont des idées inadéquates qui font que nous orientons mal nos désirs. Nous pensons que telle personne est bonne pour nous, parce que nous la désirons, alors que non, c'est simplement qu'elle répond à des attentes inconscientes, à des choses que nous n'avons pas réglées. Donc il a fait de la psychanalyse avant Freud, puisqu'il nous dit que la plupart de nos désirs sont guidés par des choses inconscientes, par notre imaginaire. Et donc il s'agit de connaître suffisamment la personne pour discerner s'il est juste ou pas d'orienter nos désirs vers elle. Vous savez la définition que donne l'amour de Spinoza ? C'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Alors, ce n'est pas la définition la plus romantique que je connaisse. L'amour, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Mais c'est la plus géniale. Parce que tout est dit en une phrase. L'amour, c'est une joie, on tombe en amour, comme disent nos amis québécois, on est dans la joie. Liée, alors la cause extérieure, dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est une personne. Mais Spinoza ne nous dit pas, c'est une joie liée à la cause extérieure. Non, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire c'est l'idée, la représentation qu'on se fait de la personne qui nous met dans la joie. Mais cette représentation peut être vraie ou fausse. Et la plupart du temps, nous dit-il, quand on tombe amoureux, l'idée qu'on se fait de la personne est fausse. Parce qu'elle est liée à des projections inconscientes.
Elle est liée à des attentes, liées à ce qu'on a vécu. Alors j'ai peut-être eu un père qui était autoritaire, je vais tomber inconsciemment amoureux d'un homme autoritaire. Puis moi je connais une copine qui me dit, je comprends pas, je tombe toujours sur des hommes maltraitants. On l'entend ça. Voilà, je tombe toujours sur des pervers narcissiques. Je tombe toujours. À un moment donné, il faut se dire, attention, c'est qu'il y a quelque chose en nous, inconscient, qui nous pousse à reproduire ce que Freud va appeler le mécanisme de répétition, le scénario névrotique. Et Spinoza l'a dit bien avant Freud, 3 siècles avant Freud. Nous allons chercher des gens qui correspondent à des attentes inconscientes. Et donc, il s'agit de mettre de la conscience sur nos désirs. Il s'agit d'être lucide, il s'agit d'observer, et puis qu'on connaît bien la personne, parce qu'au départ, on ne connaît pas les gens. Et donc, vous rencontrez quelqu'un, il ne va pas vous dire, tu sais, je suis un loser, je ronfle la nuit. Non, il va vous dire, je suis un type formidable, je fais du yoga, de la méditation. Je lis Frédéric Lenoir. Voilà, je suis très, très investi dans la société, je fais plein de choses utiles et tout. Puis au bout de quelques mois, on découvre que c'est plus compliqué. Et donc, finalement... Là, Frédéric, il y en a plein qui sont en train de se poser des questions, sans se dire... Oui, mais... Ça, c'est au début. Ouais. Quand on est depuis 10 ans avec quelqu'un, ça va, on ne la fait plus. On connaît l'autre. Et j'ai une amie qui m'a dit un jour, je sais vraiment que j'aime mon mari parce que ça fait 20 ans que je suis avec lui et que ce qui me touche le plus, ce sont ses défauts. Donc là, ça va. Elle est dans la lucidité. Et donc, ce que Spinoza nous dit, c'est que quand on est dans une relation vraie, quand on connaît vraiment l'autre, eh bien à ce moment-là, la joie est active. Elle est permanente. Elle durera toujours. Et même si un jour on se sépare ou que l'autre décède, etc., il y aura toujours en nous la joie d'avoir fait cette rencontre-là. Alors que les joies passives, liées à une idée inadéquate de l'autre, eh bien ça nous met dans le ressentiment. Et on va en vouloir à l'autre de nous avoir trompés, et on va être en colère. Et l'amour, nous dit-il, se transforme en haine. Et c'est quoi la haine pour Spinoza? C'est une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure. Est-ce qu'on désire quelque chose parce que c'est bon ou est-ce que c'est parce que nous la désirons qu'on la trouve bonne? Vous voulez boire un coup? Non, allez, ça va. Merci Frédéric. Alors ça c'est une très bonne question que Spinoza aussi affirme de manière très juste, et je pense que c'est aussi une des phrases les plus importantes de l'histoire de la philosophie, quand il nous dit nous pensons désirer une chose parce que nous estimons qu'elle est bonne, mais il nous dit en fait nous estimons qu'elle est bonne parce que nous la désirons. C'est le désir qui crée de la valeur, mais ça va très très loin. Ça veut dire que quand nous disons cette personne elle est bonne, etc., c'est parce que je la désire. Le chocolat est bon, c'est parce que je le désire. Quelqu'un qui n'aime pas le chocolat, il ne le désirera pas. Dieu est bon, c'est parce que je désire Dieu. Les droits de l'homme sont bons, c'est parce que je désire les droits de l'homme, c'est parce que je désire la justice. Quelqu'un qui ne désire pas la justice va vous dire les droits de l'homme, ça n'a aucune valeur. Et donc c'est le désir qui est à la base de tout. C'est pour ça que cette phrase est très puissante et que ça nous demande beaucoup de lucidité sur ce que nous estimons bon. Et donc, interrogeons-nous, souvent ce que nous estimons bon, c'est parce que nous le désirons. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre de la conscience sur ses désirs. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la philosophie. Et c'est pour ça que je vais faire de la philosophie avec les enfants. Dès l'âge de 6-7 ans, on fait des ateliers de philo parce que je sais vraiment que si on a... Finalement, la démarche de votre papa, elle était précurseur. Ah, complètement. Je pense qu'effectivement, il savait qu'il fallait réfléchir très tôt. Les enfants sont des merveilleux petits philosophes. Très très tôt, ils posent les bonnes questions. Vous savez, Platon nous dit la philosophie commence avec l'étonnement. C'est parce qu'on s'étonne, qu'on interroge, qu'on réfléchit, qu'on questionne, etc. Et donc, les enfants, ils adorent philosopher. Et on ne fait pas du tout de philosophie à l'école. Parce qu'on estime, et les profs de philo, la plupart du temps, estiment qu'il faut déjà avoir un langage élaboré, une capacité conceptuelle, ce qui est vrai aussi, pour faire de l'histoire de la philosophie. Un enfant de 6 ans ne peut pas lire la critique de la raison pure de Kant. Mais un enfant de 6 ans peut poser des questions extrêmement pertinentes et des fois apporter des réponses similaires à celles de Kant ou de Spinoza. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je fais un atelier de philo avec des enfants, c'était juste après les attentats du Bataclan. Et c'était des enfants de 9 ans, donc c'est CM1. Et le thème qu'ils avaient choisi, je l'ai gardé, malgré les attentats, c'était « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» Et les enfants commencent à répondre, on se met en cercle. Moi, je ne dis pas ce que je pense, je fais circuler la parole. C'était dans une école donc, à Paris. Et les enfants commencent à dire réussir sa vie, c'est être heureux. Parce que si on meurt heureux, on a réussi sa vie. Et presque tous étaient d'accord là-dessus. Et puis il y en a un qui dit moi, je ne suis pas d'accord. Alors je lui dis pourquoi tu n'es pas d'accord? Il dit parce que les terroristes qui ont tué des gens, ils sont morts heureux parce qu'ils pensent qu'ils vont aller au paradis.
Eh bien, pour moi, ils ont raté leur vie. Et je lui dis pourquoi? Il me dit parce que réussir sa vie, c'est peut-être être heureux, mais sans avoir fait du mal aux autres. Et si on meurt heureux en ayant tué des gens, etc., on a raté sa vie. Et il a converti tout le monde. C'est-à-dire, tous les autres disent, mais t'as raison. Et les gens très riches qui ne partagent pas, ils ont raté leur vie. Alors que les gens qui ont de l'argent, qui en donnent aux autres, ils ont réussi leur vie. Et on est parti sur un débat où ils ont fait la distinction entre la vie heureuse et la vie bonne. Et la vie bonne, c'est le bonheur plus la justice. Alors je dis à ce petit garçon, tu vois, tu dis la même chose que Socrate. Socrate nous dit, au-dessus de la vie heureuse, il y a la vie bonne, c'est-à-dire vivre selon le bien, qui fait qu'on doit vivre de manière juste. Et un bonheur sans justice, il manque quelque chose. Et ce garçon me dit, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Et il a raison. Alors, je dis ça parce qu'il faut vraiment qu'on développe les ateliers de philo dans les écoles. On le fait dans des villes, dans des cités éducatives, comme à Trappes, par exemple, depuis 3 ans. La municipalité nous a commandé des ateliers philo. On en fait dans toutes les écoles. Ça a changé totalement la vie scolaire. Et ça change la vie des enfants. Et donc, je me bats. Là, je vais essayer d'obtenir un rendez-vous avec le ministre de l'Éducation nationale pour qu'on accentue ça et que c'est vraiment quelque chose de... Ah, peut-être que François Bayrou peut me donner un petit tuyau, d'ailleurs. Oui, c'est moi qui vais l'appeler pour une fois. Ça. Ou vous accueillir dans les écoles de Pau. Voilà. Je pense que les portes vous seraient ouvertes. Mais en tout cas, j'ai créé une fondation, une association à but non lucratif, SEV, ça veut dire Savoir être et vivre ensemble, où on forme des animateurs d'ateliers philo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous allez sur sev.org. Ça peut être des retraités, des personnes qui ont un peu de temps, des mères de famille. Voilà. On les forme. Il y a toute une série de week-ends de formation. Et après, ils vont dans les écoles et on forme des enseignants également. Enfin, en tout cas, on a formé 5000 personnes en 5 ans et les résultats sont formidables. Tout ça pour vous dire qu'il faut philosopher. Il faut mettre de la conscience, de la lucidité sur nos désirs et ça commence très tôt. Est-ce que vous avez une solution pour qu'on conserve l'enfant qui était en nous en grandissant? C'est ce que dit Michel Onfray. Il dit en fait, on est tous philosophes, certains le demeurent. Alors pourquoi moi je suis resté philosophe, d'autres ne l'ont pas été? Je pense parce que j'ai continué de cultiver le questionnement. J'ai continué de m'interroger tout le temps et de m'émerveiller tout le temps. C'est quand je regarde la chaîne des Pyrénées là, chaque fois je me dis mais que c'est beau. Quand je regarde le visage d'un enfant qui me sourit, que je ne connais pas, je me dis, mais quelle merveille. Donc je ne cesse de m'émerveiller, je ne cesse de me questionner. Je crois que si on fait ça, on conserve son enfant intérieur et on reste philosophe. J'évoquais rapidement dans l'introduction, avant que vous me rejoigniez, le striatum. Est-ce qu'on peut parler du rôle de ce fameux striatum et de comment on peut réorienter et le canaliser, ce striatum? Alors le striatum, c'est notre cerveau primaire. C'est le cerveau le plus ancien que nous avons, avant la naissance du cortex, et donc il a des millions d'années, et le striatum, on le partage avec pas mal d'animaux. Et ce cerveau primaire nous pousse, nous incite, sans qu'on le sache, à rechercher 4 choses. De la nourriture, du sexe, de l'information et de la reconnaissance sociale. Et c'est des choses qui ont été nécessaires à la survie de l'espèce. Et dans l'évolution, sans sexe, sans vous nourrir, vous ne vous reproduisez pas, vous ne vivez pas. Et sans information et sans reconnaissance sociale, au fond, c'est l'information qui nous permet de mieux connaître notre environnement et donc d'être plus efficace, de mieux chasser, etc. Et tout. Et la reconnaissance sociale, c'est ce qui nous pousse toujours à grandir pour être plus valorisés. Et donc, on est malheureusement, à cause de ça, dans la comparaison en permanence. Et donc, le striatum, les chercheurs en neurosciences nous disent aujourd'hui, il est sans limite. C'est-à-dire qu'il ne sait pas dire stop. Il ne sait pas dire « t'as assez mangé, t'es assez riche, t'as assez de voitures, t'as assez de reconnaissance ». Non, on veut toujours plus. C'est le fameux « toujours plus » de François de Closet. On n'est jamais satisfait. Or, il se trouve que le capitalisme s'est complètement construit sur le striatum. Le consumérisme. Le consumérisme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est répondre à ce caractère infini que nous avons dans nos besoins primaires, qui sont nécessaires, hein. Encore une fois, ils sont très bien, c'est très bien de manger, de faire de l'amour, d'être connu, mais il faut savoir s'arrêter. Pas en même temps, hein. Oui. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire stop à un moment donné, j'ai assez. Et donc, je cite, il y a tout un chapitre où je cite d'ailleurs Jean Baudrillard et des grands sociologues qui ont travaillé sur la société de consommation. J'ai retrouvé des textes assez extraordinaires dans les années 1920 aux États-Unis. Aux États-Unis, les publicitaires. Qui disent, nous allons créer un système d'insatisfaction organisée et créer sans cesse des nouveaux besoins. Parce que si nous voulons écouler la production,
les besoins naturels ne suffisent pas. Il va falloir créer des besoins artificiels. C'est-à-dire, il va falloir faire croire aux gens qu'ils ont besoin de produits dont ils n'ont pas besoin, pour le dire simplement. Et donc, c'est parce qu'on va créer ça qu'on pourra toujours plus produire, toujours plus vendre. Et toute la publicité était fondée là-dessus. Alors ça a commencé aux États-Unis avec monsieur, vous avez une Mustang 6 cylindres, savez-vous que votre voisin a une Mustang 12 cylindres? Et donc on se compare, parce qu'on juge sur le striatum, la comparaison, et à ce moment-là, on crée de l'insatisfaction, on se dit, mais non, je ne savais pas qu'on pouvait avoir 2 fois plus et on veut avoir 2 fois plus. Madame, votre frigidaire fait tant de litres, savez-vous que votre voisine a un frigidaire qui fait 2 fois plus? Et hop, ah bah non, bah alors je le veux. Parce qu'on se compare toujours. Et donc tout le système est fondé sur ça, la comparaison, l'insatisfaction et la création de nouveaux besoins. Et la conséquence de ça, c'est la destruction de la planète. Et donc aujourd'hui, il y a un chercheur que j'aime beaucoup en neurosciences qui s'appelle Sébastien Boller, qui a créé un livre qui s'appelle Le bug humain, où il nous dit si on n'arrive pas à arrêter notre striatum, eh bien, c'est la catastrophe écologique qui est inéluctable. Et donc, il faut arriver à dire stop. Et ça, il faut utiliser le cortex. Il faut aller dans notre cerveau supérieur, il faut aller dans notre esprit, dans notre conscience, dont on ne sait pas très bien d'où elle vient, pour dire je me limite, je me modère, j'oriente mes désirs vers plus d'être, plus de connaissances, plus d'amour, plus de joie, vers des choses immatérielles, et pas que vers des choses matérielles. J'ai rien contre des choses matérielles, mais il faut savoir se limiter à un certain niveau et aller trouver de la joie, de la satisfaction dans d'autres domaines. Plus d'être que d'avoir. Mais qui coûtent rien. Contempler un paysage, ça coûte rien, et ça nous nourrit tellement. Écouter de la musique, ça coûte rien aujourd'hui quasiment, et ça nous nourrit tellement. Parler avec des amis, ça coûte rien, et ça nous nourrit tellement. Alors qu'on s'épuise à faire un tas de choses très coûteuses qui détruisent la planète et qui nous rendent pas si heureux que ça. Et vous citez d'ailleurs, ça peut être surprenant de le citer dans un manuel de philosophie, encore que cette phrase est tellement belle, et vous citez Alain Souchon, c'est dans Foule sentimentale. Ouais. J'adore cette chanson. Ah bah oui. On nous inflige des désirs qui nous affligent. Foule sentimentale, hein, qui a soif d'idéal, des choses pas commerciales, tout est dit. Ouais. Tout est dit. Donc vraiment, bravo Alain Souchon, c'est un philosophe qui a mis en musique, en chanson, une vérité très profonde. Est-ce qu'on peut parler du désir comparaison? Vous l'avez un peu évoqué. Désir comparaison et désir mimétique. Tout à fait. Alors ça, c'est un point qui a été mis en valeur par un anthropologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle René Girard, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, comme un certain nombre de grands penseurs français. Ils ont dû s'exiler pour trouver une audience. Et René Girard a mis en valeur le désir mimétique. Le désir mimétique, c'est quoi? C'est le fait que nous désirons ce que les autres désirent. Et donc, nous avons besoin d'un modèle pour désirer. Donc, le désir se passe à plusieurs. Et c'est notre désir se construit à travers le désir des autres. Alors, c'est quelque chose de très vrai. Les petits-enfants, bien souvent, ils désirent ce que leurs parents désirent. Parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs parents, puis c'est leur modèle. Et puis après, adolescents, on désire ce que nos copains désirent. Et puis on désire ce que les stars, les modèles sociaux qui nous touchent, que ce soit des chanteurs, des acteurs, aujourd'hui des influenceurs, désirent. Et donc ils nous montrent des choses et on va imiter leurs désirs. Et alors pour appuyer sa thèse, René Girard s'appuie sur un certain nombre de grands romanciers du 19e et 20e siècle, sur Stendhal, sur Flaubert, sur Proust, sur Dostoïevski et d'autres. Et il analyse leurs romans à travers un livre qui s'appelle Mensonges romantiques et vérité romanesque. Mensonges romantiques, parce qu'il nous dit, les romantiques nous disent que tous nos désirs sont spontanés, qu'ils sont authentiques. Ben, il dit pas du tout. L'essentiel de nos désirs sont mimétiques et c'est ce que nous montrent les grands écrivains. Alors prenons Madame Bovary. Madame Bovary, eh bien, elle calque sa vie sentimentale sur les romans qu'elle lisait qui vont nourrir son imagination. Prenons Le Rouge et le Noir, Julien Sorel, il va désirer ce que les gens de la haute société à laquelle il aspire intégrer désirent. Et j'ai oublié son nom, M. de Bonald, je crois, qui l'engage comme précepteur, il va l'engager comme précepteur parce qu'il pense qu'un autre rival veut l'engager comme précepteur, donc désir mimétique. Et lui-même, Julien Sorel, à la fin du roman, pour reconquérir l'amour de Mathilde, il va faire semblant d'être désiré par une autre femme, et du coup, Mathilde va se dire, si une autre femme le désire, je le désire aussi. Donc finalement, on pourrait prendre plein d'exemples dans Proust, on est truffé, mais on n'a pas le temps, c'est que l'essentiel de nos désirs sont des désirs mimétiques. Et donc il s'agit d'en être conscient.
Alors, il y a plein de désirs mimétiques qui sont bons. Il y a des gens qui désirent des très bonnes choses qui sont bonnes pour nous aussi. Mais il faut en être conscient parce que je crois qu'à un moment donné, et c'est ce qu'on fait au milieu de la vie généralement, et c'est ce que Jung, Carl Gustav Jung, ce grand penseur auquel j'ai dédié un livre l'année dernière, appelle le processus d'individuation. Et il nous dit qu'il faut devenir, à un moment donné dans notre vie, l'être singulier que je suis. Il s'agit d'arrêter d'imiter les autres, d'arrêter de faire plaisir à papa, à maman, d'arrêter de rechercher juste la reconnaissance sociale. Écoutons nos désirs les plus profonds et donnons du sens à notre vie en fonction de l'être singulier que je suis. Nous avons tous une nature singulière, il s'agit de la réaliser. Et il nous dit que ça se fait souvent entre 35 et 50 ans. Lorsque, avant, on allait le nez dans le guidon, on est pris par les conditionnements familiaux, sociaux, il faut trouver un métier, gagner sa vie, fonder une famille. Puis à un moment donné, on se dit, mais est-ce que tout ça, ça donne du sens à ma vie? Est-ce que je fais le métier que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je m'engage dans la société comme j'aurais envie de le faire? Et c'est souvent à ce moment-là qu'on change de vie, qu'on change de métier, qu'on peut divorcer. Il se passe ce que Jung appelle le processus d'individuation. Je cherche à devenir l'individu singulier que je suis, c'est-à-dire je cherche à être à l'écoute de mes désirs les plus personnels et les plus profonds. Et après 50 ans Eh ben, on est heureux, parce qu'il y a une étude aux États-Unis qui montre que les gens les plus heureux, c'est entre 50 et 70 ans. Et c'est pas un hasard. Si les enquêtes sociologiques montrent que là où les gens se disent le plus heureux dans leur vie, c'est entre 50 et 70 ans, c'est parce qu'à 50 ans, ils ont commencé à savoir qui ils étaient. Et comment aller vers les bonnes personnes, éviter les mauvaises, faire le boulot qui leur plaît, etc. Et puis après 70 ans, les problèmes de santé peuvent effectivement ternir un petit peu le tableau. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, souvent, la deuxième partie de la vie est meilleure que la première. Ouf. Quelle est la vision des religions du désir? Les religions sont plutôt là pour canaliser le désir. Et donc, les religions ont joué en fait un rôle très important dans l'histoire de l'humanité. Elles ont été vraiment au fondement de la civilisation, en essayant de limiter le désir pour éviter en fait que le désir de puissance, de pouvoir, la compétition, le désir sexuel et tout, empêche les êtres humains de vivre ensemble. Prenons un exemple très simple qu'on connaît tous, les 10 commandements. Le dernier, c'est tu ne convoiteras pas, c'est-à-dire tu ne désireras pas, tu ne convoiteras pas, parce que la convoitise, c'est le désir de ce que les autres possèdent, c'est désirer ce que les autres possèdent. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, l'âne de ton voisin. Bon, c'est pas très agréable de mettre la femme au même niveau que l'âne, mais ce sont des sociétés patriarcales dont heureusement on est en train de sortir. Enfin, la femme, l'âne, la maison, tout ce qui appartient à ton voisin. Bon. Donc, en tout cas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de la violence, etc. Donc, au fond, c'est quoi la religion? La loi religieuse, elle est là pour cadrer le désir, pour permettre de vivre en société. Et on dit que Dieu demande aux êtres humains de ne pas faire ça. Et donc, on va chercher une norme extérieure pour imposer une morale qui permet de vivre en société en canalisant les désirs. Et la loi religieuse, elle peut exister de 1000 manières. Et je parlais du bouddhisme tout à l'heure, qui est aussi une forme de loi religieuse, mais qui n'est pas imposée de l'extérieur. Elle vient de la compréhension intérieure. Et le Bouddha nous dit que la cause essentielle de la souffrance et du malheur vient du désir. Mais pas n'importe quel désir. Le désir attachement. La soif tanha. C'est-à-dire ce qui fait que nous désirons quelque chose et nous nous attachons au résultat. C'est-à-dire que, par exemple, je désire obtenir telle chose, réussir un examen et tout. Et si je ne l'ai pas, je suis malheureux. Alors que ce qu'il faudrait, c'est pas mal en soi de désirer des choses. Il faut se détacher. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Je tombe amoureux de telle personne et tout, elle n'est pas amoureuse de moi, c'est pas grave. Je désire atteindre l'éveil, je fais tout pour atteindre l'éveil, si je ne l'atteins pas, c'est pas grave. C'est-à-dire, au fond, avoir ce détachement au sein du désir. Je pense que c'est une sagesse très profonde. Mais il va plutôt vers l'ascèse, il va plutôt vers, non pas une ascèse totale, mais limiter les occasions de désirer. C'est pour ça que l'idéal dans le bouddhisme, c'est la vie monastique, dans lequel, évidemment, vous limitez l'avoir, vous êtes dans un détachement qui enlève les tentations. Alors pour un laïc, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui fait que le désir, c'est une voie qui aide à maîtriser le désir en essayant de diminuer, d'une part, les désirs matériels, d'autre part, d'arriver pour tous les autres désirs à un détachement, ne pas attendre forcément le résultat. Donc on voit dans toutes les religions que le désir est au cœur, mais il est vécu comme un problème. C'est ça. Et un problème qu'il faut effectivement régler. Et c'est ça la grande différence
avec Spinoza et ceux qui vont le suivre, comme Nietzsche, comme Bergson et d'autres, et Jung, qui nous disent ne voyons pas le désir comme un problème. Voyons le désir avant tout comme une force, comme une puissance qui peut créer des problèmes, mais au lieu de le diminuer pour ne pas avoir de problème, apprenons plutôt à bien l'orienter. Et là, ça me fait penser, c'est cette notion d'orientation, ça me fait penser à ce mot hébreu, vous savez, le péché. C'est un mot hébreu qui veut dire se tromper de cible. Et au fond, qu'est-ce que nous dit la Bible? Et surtout, c'est très présent dans les évangiles, et j'aime beaucoup les évangiles. Et le message du Christ, il ne juge jamais, il ne condamne jamais. Quand il tombe sur des gens qui ont fait les pires choses, il n'est pas là pour leur dire c'est mal, tu dois changer. Il va leur dire d'abord, tu te trompes de cible, tu orientes mal ton désir. Quand il rencontre la femme samaritaine qui a eu 5 maris et l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari, il lui dit jamais c'est mal. Il lui dit, moi, toi tu bois une eau où tu auras toujours soif. Moi je vais te donner une eau où tu n'auras plus jamais soif. C'est un amour universel et il veut la faire passer de l'amour passionnel, où elle aura toujours soif, à l'amour universel où elle n'aura plus jamais soif. Lorsqu'il rencontre Zachée, le collecteur d'impôts véreux, il a toutes les qualités Zachée, hein. C'est un collecteur d'impôts qui est véreux, c'est-à-dire qu'il est malhonnête, il vole l'argent et il travaille pour les Romains, c'est-à-dire pour l'envahisseur. Il est détesté dans son village. Et Jésus arrive dans ce village et tout le monde se dit Jésus vient, c'est un prophète, il fait des miracles, il va aller manger à la table des notables. Pas du tout. Jésus, il voit Zachée, comme il est petit, il est en haut d'un sycomore, il le voit, il lui dit descends et viens, je vais aller manger chez toi aujourd'hui. Et Zachée est bouleversé, il se dit mais comment? Moi, qui suis détesté de tout le monde, il vient manger chez moi? Mais du coup, ça le bouleverse. Il se jette aux pieds de Jésus, il lui dit mais je suis un homme pécheur, je vole les gens, je suis le pire. Et bien du coup, je vais rendre aux gens tout ce que je leur ai volé et je vais changer de vie. Pourquoi il dit ça? Pas parce que Jésus lui a dit c'est mal ce que tu fais, parce que Jésus l'a aimé. Et cet amour a bouleversé son cœur et du coup, l'amour lui donne envie de changer. Et donc, ce que montre le message des évangiles, et qui est exactement la même chose que le discours de Spinoza, c'est qu'il s'agit de réorienter nos désirs. Et le péché, c'est se tromper de cible, orienter nos désirs vers des choses ou des personnes qui nous font du mal et qui font du mal aux autres. Alors si nous orientons bien, nous trouvons une nouvelle cible pour bien orienter nos désirs, et bien finalement, nous allons pouvoir nous épanouir et faire du bien aux autres. Et c'est pour ça que Françoise Dolto, qui a écrit un livre sur les évangiles, appelle Jésus le maître du désir. Et je trouve ça très beau et très vrai. Et vous dites d'ailleurs dans votre livre que Jésus réconcilie d'une certaine façon Platon et Spinoza, entre ce désir manque et ce désir de puissance vitale. Oui, Jésus et tous les grands mystiques. J'ai tout un chapitre sur les grands mystiques, parce qu'on pourrait parler de la Kabbale juive, on pourrait parler de Rumi. Rumi qui est extraordinaire, qui est un être de désir extraordinaire, mais un désir qu'on sublime toujours plus. Et donc effectivement, il y a chez les grands mystiques quelque chose qui transcende la loi religieuse pour aller vers un accomplissement de l'être. Et il ne s'agit pas d'être simplement dans l'auto-limitation, la peur de mal faire, etc. Il s'agit de faire grandir la puissance désirante. Il s'agit de faire grandir l'amour. Et plus on aimera, plus nos désirs vont s'orienter vers des personnes et des choses qui sont belles et qui ne feront pas de mal aux autres. Donc c'est une réorientation du désir par la puissance de l'amour. C'est ça la mystique. Heureusement qu'il y a des mystiques dans les religions, hein, parce que sinon... Mais oui, en ce moment, dès qu'on parle de religion, effectivement, on pense à des choses tout autres. Et on parlait du désir, malheureusement, la place de la sexualité dans l'Église, c'est catastrophique. Et elle le paye cher aujourd'hui et ça fait suffisamment de dégâts comme ça. Donc il y a beaucoup de choses à repenser fondamentalement sur la question du désir, parce qu'à trop refouler les désirs, on les fait exploser. On va parler dans quelques minutes du désir et de la sexualité, et de Freud notamment. Est-ce que l'émulation est une forme détournée du désir ? L'émulation. J'ai pas entendu. L'émulation. Ah, l'émulation, j'ai compris l'illumination. Si vous voulez. Je suis encore dans le bouddhisme. Oui, l'émulation, c'est bon. C'est-à-dire que, encore une fois, de même que je disais tout à l'heure que le désir mimétique n'a pas que du mauvais. Faut pas être manichéen. Il y a du désir mimétique qui est bon, parce qu'on a besoin de se construire des fois à travers les autres, puis après il faut pouvoir en sortir. Mais l'émulation, ça peut être une très bonne chose. On peut se comparer aux autres pour des bonnes choses. Moi, quand je me compare à quelqu'un que je trouve très intelligent ou que j'ai envie d'être aussi intelligent, c'est très bon. Et donc finalement, tout dépend de l'usage qu'on fait des choses. Mais l'émulation, oui, ça peut être... après, quand l'émulation devient de la compétition, de la rivalité narcissique et tout, c'est négatif.
mais quand ça permet de favoriser une forme de collaboration, bah, tant mieux. L'association désir-sexualité vient assez rapidement. Freud a théorisé là-dessus. Quelle est la vision de Freud quant au désir? C'est beaucoup de la libido, hein. Mais c'est vrai que quand j'ai dit à quelques amis, tiens, on pose souvent la question, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? J'ai dit, je suis en train d'écrire un livre sur le désir. Et tout le monde a réagi de la même manière. Ah, enfin tu vas parler de sexualité dans tes livres. Ben non, j'en parle, mais sur 17 chapitres, il y en a un sur la sexualité. Parce qu'on identifie spontanément désir et sexualité. Et c'est vrai que le désir sexuel est très puissant, il est très important. Et Freud a en partie raison. Alors moi, je pense que Freud a mis le doigt sur quelque chose de très important, la puissance du désir sexuel. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est de dire que toutes nos activités proviennent du désir sexuel. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le moteur de toutes nos existences. Et je pense qu'il exagère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vrai. La sexualité est très puissante, elle est très importante, elle nous travaille consciemment ou inconsciemment. Et beaucoup de choses que nous faisons sont liées à cette pulsion sexuelle qu'il appelle la libido. Mais je suis plutôt d'accord avec Jung, qui a été son disciple avant de rompre avec Freud, principalement sur ce point-là. En disant, parce qu'à un moment donné, Freud lui a dit, il faut faire de la théorie sexuelle un dogme. Et Jung nous dit, dès qu'il a utilisé ce mot, j'ai compris que je ne le suivrai plus. Il faut chercher la vérité. Et il ne faut pas faire des dogmes dans la science. Et donc, au fond, Jung nous dit, oui, le désir sexuel est très puissant, mais il n'y a pas que ça. Dans la libido, qui est l'énergie vitale, il y a aussi le désir de spiritualité. Il y a aussi le désir de s'accomplir. Il y a aussi le désir de connaissance. Il y a plein d'autres choses qui nous motivent, qui sont un moteur, qui sont des forces de l'élan vital, qui ne sont pas liées à la sexualité. Et donc, la sexualité est centrale, elle n'est pas exclusive. Et l'amour-désir? L'amour-désir avec ces 3 dimensions que vous évoquez dans votre livre. On peut parler de ces 3 dimensions? Oui, tout à fait. En fait, vous connaissez certainement les 3 mots qui nous parlent de l'amour chez les Grecs, parce qu'en français, on a un seul mot qui veut dire plein de choses. Parce que quand on dit je t'aime, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Je connais une amie qui me dit un jour, son mari lui dit, si tu me quittes, je vais me tuer. Elle dit, pourquoi? Parce que je t'aime. Ben oui, la passion amoureuse, la jalousie fait qu'on peut aimer et commettre des actes d'une violence incroyable contre soi ou contre les autres. Donc les Grecs, comme ils ont une pensée philosophique, ils nous disent qu'il y a au moins 3 mots pour parler de l'amour. Il y a Eros, qui est la passion. Alors là, on peut tuer par passion. Il y a Eros, qui est la passion. Il y a Philia, qui est l'amitié. Et il y a Agapé, qui est l'amour-don. Et donc, en fait, les 3 correspondent à 3 formes de désir. Quand on est dans Eros, c'est... Au fond, je prends. C'est l'amour où on prend. On se nourrit à travers la passion. On nourrit nos manques, nos besoins, etc. Et tout. Et du coup, on projette à fond sur l'autre. J'ai un ami psychanalyste qui me dit quand 2 personnes sont au début d'une relation amoureuse et qui font l'amour pour la première fois, il y a 8 personnes dans le même lit. Il y a les 2 amoureux, leurs parents respectifs et les anciens conjoints. Tout ça dans leur imagination, dans leurs fantasmes, dans leurs transferts, dans leurs projections. Oui, c'est pas réel, mais c'est... Non, mais rassurez-vous, oui, la morale est sauve. Mais en même temps, il se passe un espèce de chaos dans notre inconscient qui fait qu'on projette un tas de choses sur l'autre. Et si j'ai eu, je vous le disais, un ancien conjoint qui m'a fait ça, du coup j'ai peur que ça se reproduise, etc. On le voit tous, hein, on dit, oh là là, combien d'amis me disent, je viens de rencontrer un type, là il est en train de divorcer ou vient de divorcer, mais c'est encore compliqué, hein, il ne s'est pas encore débarrassé de son ancienne histoire, etc. Oui, parce qu'on est pris par tout ça. Et donc, Eros, c'est tout ça. Hein, c'est la passion, la projection, l'amour, le désir, c'est très puissant. On a besoin de ça, mais il faut le dépasser. Parce que sinon, comme nous dit Becbédé, l'amour dure 3 ans. Et moi, j'ai envie de dire, il est très, très optimiste. Hein. Je dirais plutôt, c'est plutôt 6 mois. Aujourd'hui, les gens qui se rencontrent sur Tinder ou sur Mythique, ça ne dure pas très longtemps. Ça peut durer très longtemps. S'il y a autre chose qu'Eros. Mais au début, Eros. Et puis, Aristote va nous dire, parce que c'est Platon qui parle d'Eros, il va dire, il y a Philia. Philia, ça correspond au désir « je partage ». On aime partager, on a envie de partager quelque chose avec les autres. Alors philia, c'est l'amitié, mais c'est l'amitié aussi bien au sens où on l'entend aujourd'hui des amis, que l'amitié des conjoints, que l'amitié des parents avec les enfants. C'est de la complicité, c'est de la tendresse, c'est le fait, on se choisit mutuellement dans l'amitié en vue d'un projet commun. Alors on se choisit, alors le projet commun, ça peut être de fonder une famille, le projet commun, ça va être d'aller chasser ensemble, ou de jouer aux cartes, ou de faire je sais pas quoi, peu importe.
il y a un projet commun qui fait qu'on aime, on partage. Je partage. Et puis, et Aristote nous dit, l'amour des conjoints ne peut pas durer s'il n'y a pas philia. S'il n'y a que Eros, ça ne tient pas. Et puis le troisième niveau, agapé, qui est très présent dans le Nouveau Testament, c'est l'amour-don. C'est-à-dire, je donne sans rien attendre en retour. Et là, c'est le désir de donner. Et vous savez, le désir de donner, il est très puissant. Et je pense qu'il nous nourrit en profondeur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de l'Évangile qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, mais tellement de fois dans ma vie. Et je crois que me souvenir que la première fois, vous voyez, c'est encore une histoire avec mon papa, décidément, il m'a marqué. Et dans votre lit, encore ou pas? Non, bon, inconsciemment, sûrement, malgré 10 ans de psychanalyse. Mais je me souviendrai tout le temps, c'était dans les années 70. Je ne sais pas si certains d'entre vous de ma génération s'en souviennent, il y a eu des modes. Il y a eu la mode des ponchos. Ah, vous avez connu, voilà. Tout le monde voulait un poncho. Comme il y a eu la mode des sabots. Aussi, il y a eu la mode des salopettes. Bon, ben voilà. Je vois qu'on est pas mal de la même génération, ça fait plaisir. Et donc, quand on avait sabots, salopettes et ponchos... Ah bon, alors, c'était la totale. Et alors, dans la mode des ponchos, je devais avoir 13 ans, mon père est parti au Mexique et je lui dis « Ramène-moi un poncho ». Et il me ramène le plus beau poncho mexicain, mais sublime, en laine et tout. Bon, trop fier, c'était l'hiver, je me souviens, et la nuit tombait, il devait être 17h, 18h. Je descends dans la rue, arborer mon poncho. Tout le monde le voit. Et là, au bout de 200 mètres, je tombe sur un clochard qui mourait de froid. Et je le vois grelottant comme ça, et c'est plus fort que moi, je lui donne mon poncho. Et à ce moment-là, il se met à pleurer, il me prend les mains, je me mets à pleurer aussi. Et là, je me suis dit, mais quel bonheur de donner. Et j'ai compris à ce moment-là qu'on avait beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, c'est pour ça que le don, c'est ce qui fait que la vie est belle, quoi. C'est ces moments de don où on se donne mutuellement. Et donc, ça, c'est agapé. C'est cet amour universel qui nous tombe dessus, qui fait qu'on peut donner à un inconnu quelque chose qui nous est précieux. Et donc, je crois que dans toute relation de couple, toute relation amoureuse, il faut ces trois dimensions. Pour qu'elle soit durable. Qu'elle soit durable, qu'elle soit vivante. Eros, philia, agapé. Je prends, je donne, je partage. C'est pas mal, hein? Vous développez un concept intéressant dans votre livre aussi, le concept du biophore et biocide. Est-ce qu'on peut développer ça? Alors ça, je l'emprunte à une philosophe contemporaine qui s'appelle Sophie Chassa, qui a écrit un très beau livre il y a 2 ans. Elle m'a invité à déjeuner pour qu'on en parle sur l'élan vital de Bergson. Et elle a inventé ce concept, que je reprends en la citant, des biophores et des biocides. Elle nous dit « et biophore », toute expérience qui nourrit l'élan vital. Et biocide, toute expérience qui tue ou diminue l'élan vital. Et donc c'est un concept très très intéressant parce qu'on voit dans notre vie qu'il y a des choses qu'on fait qui tuent l'élan vital, qui nous font perdre le goût de la vie. Et puis il y a des choses, des expériences qui nourrissent l'élan vital. Alors c'est ça qui m'intéresse surtout. Et donc j'ai tout un chapitre sur comment nourrir l'élan vital. L'élan vital, vous savez, c'est Bergson qui a utilisé cette expression dans son célèbre livre, L'évolution créatrice. Il s'est beaucoup intéressé à l'évolution, et c'était à la fois un très grand philosophe et en même temps un homme qui avait des grandes compétences scientifiques, notamment en biologie. Et il renvoyait dos à dos les 2 grandes théories de l'évolution qui étaient extrêmement fortes à son époque. D'un côté, la théorie finaliste, qui nous dit que l'évolution de la vie se fait en fonction d'une finalité, et donc on peut prévoir ce qui va arriver si on connaissait la finalité. Et puis l'interprétation plus mécaniste, qui est plus cartésienne, qui est une interprétation qui nous dit que tout se fait de manière mécanique à partir de causes initiales, qui fait qu'on pourrait aussi connaître la fin des choses si on connaît les causes initiales qui engendrent des effets. Et il dit non, la vie ne fonctionne pas comme ça, parce qu'elle crée en permanence de la nouveauté. Et ça, c'est génial. Il nous dit, si on observe bien la vie, il donne plein d'exemples dans la biologie, en fait, rien n'est prévisible. On pense que les choses sont prévisibles, puis à un moment donné, il y a une bifurcation, va surgir par hasard quelque chose qui va créer de la nouveauté, et la vie va prendre une autre direction. Et c'est parce qu'il y a de la nouveauté que la vie est foisonnante, qu'elle est riche, etc. Et donc, il dit, on ne peut absolument pas prévoir ce que sera la vie dans son évolution. Simplement, on peut constater cet élan vital, créateur, qui l'apporte et qui crée de la nouveauté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se relier à cet élan vital. Parce qu'on est porté aussi, parce qu'on participe à la vie, par l'élan vital de l'univers entier. Et donc, comment se relier à l'élan vital? Alors, je donne quelques exemples. Par exemple, la nature.
La nature, elle est portée par l'élan vital. On voit le printemps qui surgit à chaque fois, la force de la floraison et tout. Eh bien, moi, je sais que dès que je suis fatigué, mais je suis très souvent fatigué parce que je suis tout le temps dans la nature. Donc, je vais me ressourcer en permanence. J'ai un pied-à-terre à Paris, j'y suis 3 jours par mois. Et j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de voir la montagne ou la mer ou la nature, la campagne, de m'allonger dans l'herbe, de m'adosser à un arbre. C'est ça qui me régénère. Parce qu'il y a cette puissance de vie dans la nature qui nous régénère, qui nous fait du bien. La création artistique aussi? La création artistique, bien sûr, être créateur. Et donc la création artistique, ben, on le voit. À partir du moment où on se met à créer, à dessiner, à peindre, à composer, à chanter, mais on sent l'élan vital qui grandit en nous. Et je vais aller plus loin que la création artistique, j'irai la créativité. Parce qu'il y a plein de métiers qui ne sont pas des métiers artistiques, mais qui demandent de la créativité. Un entrepreneur, il est créatif. Quelqu'un qui crée de nouveaux produits, qui invente des choses. J'ai des amis entrepreneurs, ils sont ultra créatifs. Et ça les rend dans une joie permanente. Un artisan peut être extrêmement créatif. Dans plein de domaines, qu'on fait la cuisine, on peut reproduire à la lettre la recette, et puis on peut être créatif. Et on va se dire, tiens, je vais rajouter un peu de ci, un peu de ça, je vais mettre tel herbe et tout. Mais ça nous met dans la joie. Et donc, la créativité nous relie à l'élan vital, et on n'a pas besoin d'antidépresseurs lorsqu'on est créatif. Je voudrais qu'on revienne, parce que c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe probablement beaucoup dans cette salle et dans ceux qui nous regardent, les réseaux sociaux et leurs impacts sur les enfants, les adolescents, et justement relativement au désir. Vous avez cette anecdote que je vais vous laisser vous raconter sur ce déplacement, effectivement, puisque je crois que la connexion, c'est 3h50, je crois, c'est ça? Je vous laisse... Ben aujourd'hui, l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux, c'est 3h50 par jour. Les adultes, c'est un peu moins, on est plutôt autour de 1h30 parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont moins de temps. Mais les jeunes, dès qu'ils peuvent avoir entre deux cours, le soir sous la couette, pouf, ils se connectent à leur smartphone. Et donc, effectivement, on est devant un problème d'addiction. Parce qu'en soi, moi, j'ai rien contre les smartphones, c'est des outils merveilleux qui nous simplifient la vie et tout. Rien contre les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent faire le meilleur et le pire. Je suis juste contre l'addiction aux réseaux sociaux. Et pourquoi il y a de l'addiction? Il y a de l'addiction à cause de la dopamine. Alors là, il faut expliquer quelque chose dont on n'a pas parlé par rapport au striatum. On en revient à notre bon vieux striatum. En fait, notre cerveau primaire nous pousse, je le disais, à faire un certain nombre de choses, se nourrir, faire l'amour, être reconnu socialement, etc. Et pourquoi ça marche? Parce que pour que ça marche, il nous donne une récompense, qu'on appelle le circuit de la récompense. Chaque fois que j'obtiens quelque chose que mon striatum me pousse à rechercher, j'ai un shoot de dopamine. La dopamine, c'est une substance chimique que nous avons dans le cerveau qui nous met du bien-être, qui nous apporte de la joie, de la satisfaction, du bien-être. Et donc, en fait, nous recherchons toujours plus, parce que chaque fois, nous avons de la dopamine. Mais c'est sans fin. Et dans toute addiction, il y a de la recherche de dopamine. Et l'addiction aux réseaux sociaux, c'est quoi? C'est qu'ils ont été construits comme ça, les réseaux sociaux. Je cite dans mon livre des anciens cadres de Google, anciens présidents de Facebook, etc., qui ont quitté parce qu'ils ont dit on est en train de détruire le cerveau de nos enfants. Et on le fait sciemment. Ce n'est pas un accident. On a su dès le départ comment fonctionnait le striatum et on s'est dit les jeunes, les adolescents, ils ont besoin de comparaison et de reconnaissance sociale. Et on va créer un outil à travers Facebook et les autres réseaux sociaux dans lequel ils vont avoir une vitrine où ils vont pouvoir, avec leur profil, se montrer sous leur meilleur jour. Et pour créer de l'addiction, pour qu'ils soient le plus présents possible dans les réseaux sociaux, on va leur donner des satisfactions. Donc on va leur envoyer, il y a le système des likes, le système des commentaires, un commentaire positif. Et du coup, on va faire qu'ils soient le plus présents possible. Et pourquoi? Parce qu'on fait de la pub et que comme ça, on vend un tas de choses. Et donc, il faut créer de l'attention. C'est le marché de l'attention. Et de la dépendance. Et donc de la dépendance. Et donc, il faut créer de l'addiction pour qu'ils soient le plus présents possible sur leur smartphone. Et comme ça, et d'ailleurs, les chiffres d'affaires de tous ces géants américains explosent. J'explique que 80% de la publicité aux États-Unis va dans Google, Facebook, Instagram, etc. Donc, effectivement, on crée de l'attention, c'est un marché, mais le prix à payer, c'est l'addiction des jeunes qui n'arrivent plus à en sortir. Et non seulement ils n'arrivent plus à en sortir parce qu'ils cherchent toujours à voir où ils en sont dans leur image qu'ils donnent aux autres, etc. et tout, mais ça les rend très anxieux. Ça ne leur donne pas confiance en eux.
Parce qu'ils sont toujours à douter, est-ce que je vais avoir un bon commentaire, est-ce que la photo que j'ai mise va être likée, etc. Est-ce que je vais avoir autant d'amis que mon copain? Autant d'amis que mon copain, on se compare de plus en plus. L'adolescence est un âge où on est dans la comparaison, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, les réseaux sociaux vont jouer à fond là-dessus. Et du coup, je raconte, il y a aujourd'hui 7 ou 8 nouvelles maladies psychologiques totalement liées aux réseaux sociaux. La peur d'être oublié sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il faut se faire traiter. Le désir de se transformer physiquement. Puisqu'il y a un réseau qui s'appelle Snapchat, dans lequel ils vous mettent des filtres. Et les ados, ils n'arrêtent pas de se mettre des filtres, de se lifter la peau, de mettre des petites, le regard brillant, etc. Et tout. Eh bien, il y a des milliers de jeunes qui veulent se faire opérer pour ressembler à leurs filtres. Vous avez des jeunes qui se suicident parce qu'ils se font descendre sur les réseaux sociaux, parce qu'on met des vidéos sexuelles, etc. Et tout. Donc en fait, ça devient dramatique. Et ça crée de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépendance, etc. Donc il est capital aujourd'hui d'aider les jeunes à décrocher. Ça ne veut pas dire supprimer, mais décrocher, limiter. Et d'ailleurs, je donne quelques exemples assez frappants. Les gourous de la Silicon Valley, ils interdisent à leurs enfants d'avoir des smartphones. Alors ils vont très loin. Steve Jobs, quand il a présenté l'iPad, un journaliste du New York Times lui a dit « Est-ce que vous l'avez offert à vos enfants ?» Il a dit « Non, mes enfants n'ont pas de tablette numérique. » Donc vous voyez, ça fait quand même réfléchir. C'est des gens qui ont parfaitement compris les dangers de l'addiction que pouvait créer tout ça et qui ne le donnent pas à leurs enfants. Alors, il y a deux solutions radicales, où on évite effectivement, on dit tu ne tireras pas sur les réseaux sociaux. Deuxième solution, on éduque. Et c'est quand même souvent la meilleure chose à faire. C'est-à-dire qu'on explique aux adolescents les dangers de tout ça. On explique qu'ils sont manipulés. Et moi, quand j'explique à un adolescent de 15 ans, tu es esclave de gens qui gagnent des milliards sur ton dos et qui t'utilisent et qui, avec des algorithmes, ils vont savoir ce que tu aimes, ce que tu fais, ils te tracent, etc. Et tout, un adolescent qui a besoin d'être un peu rebelle et de sa liberté, ça peut le faire réfléchir. Donc expliquer, éduquer, donner des clés pour qu'ils comprennent. Et puis la vraie réponse, et elle est encore plus profonde, c'est qu'une fois qu'on a expliqué tout ça et tout, pour l'aider à quitter l'addiction, il faut l'aider à susciter un nouveau désir qui lui apportera de plus de dopamine que ce qu'il a dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est encore Spinoza qui m'a donné cette clé, puisque Spinoza nous dit comme ça, en passant dans l'éthique, on ne peut pas quitter un désir qui nous rend malheureux par la raison et par la volonté. Ça ne suffit pas. Prenez un alcoolique, il sait, et il n'y arrive pas. Il manque de volonté, et il a beau savoir, donc la raison et la volonté ne suffisent pas. Et Spinoza nous dit, on ne peut quitter un désir mal orienté, donc un désir qui nous rend malheureux, que en suscitant un désir supérieur au désir qu'on veut quitter, qui va nous apporter plus de joie et plus de plaisir. Et donc il s'agit de susciter ce désir, de trouver comment un adolescent peut avoir plus de joie. Alors j'ai des exemples. Je connais une adolescente qui était complètement addicte aux réseaux sociaux, et c'est en découvrant l'équitation, elle s'est pris de passion pour les chevaux, du coup tout le temps qu'elle passe à faire du cheval, elle ne le passe pas sur les réseaux sociaux. Elle a diminué complètement sa consommation des réseaux sociaux. On peut trouver comme ça, le sport, la musique. Je connais un autre ado, c'est parce qu'il était passionné de musique, il se rendait compte que s'il voulait grandir et s'accomplir dans la voie musicale, il fallait qu'il passe beaucoup plus de temps à jouer de la guitare plutôt qu'à aider sur les réseaux sociaux. Et du coup, il oublie les réseaux sociaux parce que sa passion prend plus de place. Tomber amoureux, qu'on passe du temps avec quelqu'un, on n'est plus toute la journée sur ces, etc. Et donc, je crois que réorienter le désir en aidant à trouver une motivation, un désir plus important que le désir d'être reconnu uniquement sur les réseaux sociaux, c'est certainement une des clés qui peuvent permettre de progressivement aider les ados à s'en détacher. Et vous racontez d'ailleurs cet autre adolescent dans votre entourage à qui on a proposé un petit chat, et dès qu'il a eu ce chat, c'était un jeune adulte qui était en dépression, qui ne quittait pas sa chambre et qui était sur son ordinateur toute la journée. Et on lui a offert un petit chat, et puis le petit chat, il s'est pris d'affection pour le petit chat, puis du coup le petit chat, il voulait sortir de la chambre. Il fallait s'en occuper. Du coup, il est sorti de la chambre, il s'en est occupé, il a acheté des croquettes, il a retrouvé une vie sociale grâce au chat. C'est merveilleux, les animaux sont merveilleux quand même. Vous savez quelles sont les deux choses les plus recherchées sur Google, sur le moteur de recherche? 1, sexe. 2, chat. Passer du sexe au chat, vous allez voir que c'est une addiction qui est quand même beaucoup plus positive. Moi, j'ai 7 chats, mais je ne les ai pas choisis. Quelle chance! Non, mais je ne les ai pas choisis. Ce sont eux qui vous ont choisi? Oui, parce que j'ai une petite maison en Corse,
qui est au bord de la mer. Ah, mais Et c'est comme du tronc. Oui, mais c'est que des chats sauvages qui sont arrivés, que je nourris, puis il y en a qui restent, et puis voilà. Et alors, il y a Spinoza, il y a Bergson, il y a Jung. Vous avez appelé comme ça, non? Alors, c'est vrai qu'il y en a un que j'ai appelé Spinoza, un autre que j'ai appelé Gustave. Non, c'était un chien, ça. J'ai eu un chien qui s'appelait Gustave, que j'avais récupéré à la SPA, qui était un chien merveilleux, c'est un sauvetage. Il avait une phobie de l'abandon, et donc il cassait tout quand les gens partaient travailler. Moi, j'ai dit, je travaille chez moi, donc je le prends, puis ça a super marché. Et il s'appelait Manhattan, parce qu'il y avait eu les tours de Manhattan qui s'étaient... bon. Et du coup, je l'appelais Manhattan, il répondait pas. Alors j'ai mis 7 petits papiers devant lui, j'avais mis des prénoms que j'aimais bien. Il y avait Hugo, Léon, etc. Et puis il a reniflé, il a pris Gustave, et puis voilà. C'est une bonne idée pour faire choisir le nom à son animal. Je voudrais que vous parlez du désir, joie. Il y a aussi la joie, cette joie, somme toute assez malsaine, que l'on peut éprouver devant le malheur d'autrui. Alors ça, c'est le pire des vices. Ça s'appelle l'envie. L'envie. Et c'est pas l'envie au sens de convoitise. C'est pas j'ai envie d'avoir la voiture de mon... Ça, c'est je désire avoir, c'est la convoitise. L'envie, c'est beaucoup plus subtil. C'est penser que le bonheur des autres enlève mon bonheur, détruit mon propre bonheur. Et du coup, je ne supporte pas le bonheur des autres. Et je veux le détruire. Voltaire nous dit c'est le pire des vices. Et d'ailleurs, il est représenté dans l'iconographie traditionnelle comme un vieillard avec les mains crochues, qui a de la haine et qui envoie des mauvais sorts aux autres. Et donc, c'est vraiment cette idée de l'envie, c'est simplement le fait que les autres soient autour de moi, on veut les détruire. Et toute la littérature est pleine de ça, nous montre à quel point on peut tuer par cette espèce de haine du bonheur de l'autre. Et c'est quelque chose qui est lié évidemment à la comparaison, hein, on se compare. Et pourquoi est-ce qu'on va imaginer que le bonheur de l'autre m'enlève mon propre bonheur? Je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est une tendance humaine. Alors évidemment, si on est dans l'envie, c'est très dur d'en sortir, il paraît, mais on peut quand même. Mais c'est quelque chose qui nous rend très malheureux, qui rend très malheureux les autres. S'agissant de réorienter le désir, et pour terminer cet échange que l'on pourrait volontiers faire durer très longtemps, je voudrais que vous nous avez parlé de votre papa, je voudrais que vous nous parliez de votre maman. J'ai adoré cette page que vous consacrez à votre maman, qui la vie intérieure, de cultiver la vie intérieure par autre chose, comment ça la remplit de plaisir et de bonheur, et vous sans doute aussi. Alors, mon père est décédé il y a quelques années, et ma vieille maman, elle a 97 ans, et elle est en pleine forme, et elle vit dans une maison de retraite médicalisée, un Sisteron, et je vais de temps en temps déjeuner avec elle, et puis c'est vrai que je vois beaucoup de personnes âgées qui ont l'air complètement, mais sans vie, quoi, qui ont le nez qui pique dans leur assiette et tout, puis je vois ma mère qui est plus âgée qu'eux, qui ne pêche pas possible. Elle me dit, mais tu sais, ce sont des gens qui ne lisent plus, ils regardent la télé, beaucoup s'abrutissent toute la journée, ils prennent des médicaments et tout. Elle me dit, moi je prends aucun médicament, et je passe mon temps à lire, à me cultiver, à réfléchir, à prier. Et donc elle cultive sa vie intérieure. Et ça la rend éternellement jeune. Et ça la rend joyeuse. Et c'est de vous avoir écouté aujourd'hui qui nous rend remplis de bonheur. Merci beaucoup Frédéric Lenord pour avoir été des nôtres. Merci. Merci beaucoup.